Bienvenue à ce nouveau cours sur les humanités classiques négro-africaines. Nous sommes sur les scarifications. C'est la troisième séance sur les scarifications. Même si on a vu beaucoup de choses ces deux dernières séances, on va continuer par les textes qui vont arriver, essayer d'aller glaner quelques petites informations complémentaires de façon à approfondir le sujet, même si vous vous en doutez, bien évidemment, on ne pourra pas faire le tour du sujet tellement il est vaste. Mais avant de lire ce texte, enfin les textes qui vont venir, aujourd'hui, j'aimerais quand même faire un petit point, un petit résumé de ce que vous avez gardé sur les scarifications. Et donc, je vais vous poser une question. Il faut que chacun de vous me donne deux mots ou deux choses qu'il a gardées sur les scarifications, parce qu'on les a vues les dernières fois. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots? Voilà, chacun donne deux mots pour qu'on voit si vous avez gardé quand même quelque chose. Alors, qui veut commencer? Allez-y, pour qu'il n'y ait pas de... Bah, c'était médicinal et ça pouvait être aussi un signe de beauté. Donc, toi, tu as dit deux choses. Médicinal, signe de beauté. OK. Qui d'autre? Ça pouvait être une protection contre les esprits malveillants ou tout ce qui était mauvais. Et aussi, c'était aussi pour être reconnu par son peuple. OK, donc toi, tu parles de reconnaissance et le volet spirituel, cosmique. Spirituel, cosmique, OK, protection. Bien. Quelqu'un d'autre? Allez-y. Il y a différentes sortes de scarifications et euh, Donc, même si tu n'as pas retenu les termes scientifiques ou techniques, quelles sont-elles, ces sortes de scarifications? Vas-y, va au bout de ta pensée. Tu as oublié? je connais plus les noms. Oui, c'est ce que je te dis. Même si tu ne connais pas les noms, décris-les. Bah, t'as des scarifications en creux, t'as aussi des scarifications un peu euh, sur les joues. Il y a des scarifications aussi qu'on fait un peu comme s'il y avait des bulles. Euh, et on fait aussi des dessins sur le corps. D'accord, ben voilà. Donc, même si tu ne retiens pas les noms scientifiques, ou en tout cas les noms qui permettent de caractériser les types de scarification, tu as parlé de scarification en creux, c'est ce qu'on appelle les déprimés, on l'a vu la dernière fois, déprimés, et les scarifications où, là tu as évoqué des bulles, en tout cas en forme de relief, c'est ce qu'on appelle les kéloïdiennes. Donc voilà, c'est déjà bien. Mais c'est pas mal comme élément que vous avez pu garder des scarifications. Après, on ne va pas tout reprendre. L'historique, vous avez les vidéos pour vous rappeler de ça si vous voulez en parler. Mais toujours est-il que ces scarifications-là, on a vu que c'est depuis l'Antiquité que on faisait des scarifications en Afrique. Hein, d'accord? Ça a toujours existé, même dans l'Antiquité, on en a vu des traces, même en Égypte antique, et sur des sculptures qu'on a retrouvées dans le désert sahélien. Les Romains aussi en ont parlé, on a vu ça. Donc, c'est une tradition de longue durée en Afrique. Donc, on le fait,
On le fait pourquoi? On vient d'évoquer quelques éléments qui nous permettent de situer le pourquoi des scarifications. Donc, reconnaissance par identité, on a vu ça. Le volet médicinal thérapeutique pour la beauté. On va voir ça un petit peu avec les Yoruba tout à l'heure. Et le volet spirituel cosmique. Voilà. Donc, on a vu aussi que les scarifications étaient faites à certaines époques pour non seulement se différencier, mais aussi éviter que les populations ne soient déportées, puisque les colons esclavagistes n'aimaient pas que les personnes soient scarifiées, ou en tout cas, les personnes scarifiées ne les intéressaient pas pour la traite transatlantique. Donc voilà, c'est bien. Donc quelques éléments de synthèse sur la scarification. Et puis, on a vu aussi que ça faisait mal. Hein. C'est pas anodin de faire ça. Ça fait mal sur le corps, puisqu'on fait des incisions sur le corps, ça fait mal. Et c'est un volet d'endurcissement pour certaines populations. Et on a vu aussi que chez certains peuples, c'était non négociable. Donc voilà, par classe d'âge, vous êtes initié et ça fait partie aussi des rites de passage. D'accord? Bon, donc on va continuer sur les scarifications. Alors ici, vous voyez bien, donc une dame qui est scarifiée, donc ça c'est au Nigeria, c'est une dame Nigeria, donc scarification sur le visage. Il y a différentes marques. Hein. On a vu les différentes marques la dernière fois, en vertical, en horizontal et sur le front ou les tempes. Donc cette dame, elle est scarifiée. On va regarder rapidement. On ne va pas tout lire dans les détails, mais on va regarder rapidement, puisqu'on a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. On va regarder rapidement. Ce texte a été écrit par Sandro Capo Chichi du site Nofia Media. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce site d'ailleurs, parce que ce site il est intéressant. Il fait la synthèse de beaucoup d'éléments qui concernent l'Afrique. Si vous avez le temps, vous pouvez aller sur ce site, vous trouvez beaucoup d'informations sur l'Afrique. Donc, on montre là qu'en Égypte antique, déjà, il y avait des sculptures qui montraient des personnes scarifiées. Alors, je descends un peu. On nous dit ici, il y a plusieurs sous-groupes de peuples Yoruba, du Nigeria et du Bénin qui se scarifient. Leur utilisation peut être attestée dans les sculptures de terre cuite. Donc voilà, c'est ce qu'on a dit. Par exemple, ici, il y a des sculptures. Ça, c'est des sculptures typiquement du Nigeria où on voit les scarifications sur les sculptures. Alors ici, on va passer rapidement parce que on ne pourra pas tous les voir. C'est les types de scarification. En plus, c'est petit. C'est en fait une sorte de cartographie des types de scarification et leurs noms, les noms qu'on leur donne. Donc ça permet peut-être de voir la chronologie des choses, parce que je vois ici ancien Ifẹ̀, et on voit aussi l'évolution des scarifications en fonction des âges, vous voyez, 14e siècle, 17e siècle, etc. Donc il y a une chronologie aussi dans la façon de scarifier les personnes. Donc on voit ici que, je ne sais pas si vous voyez, hein, c'est petit, hein, mais quand même, je vous donne un peu la gradation des choses. On voit ici à Ifẹ̀, au 14e siècle, ici au 17e siècle, chez les Ibo, chez les Jéba, etc. Donc il y a aussi une codification des scarifications. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Avant de scarifier quelqu'un, en fonction de la période, en fonction du peuple, on va voir peut-être ces schémas-là qui sont transmis de génération en génération. Alors ici, on nous dit que dans plusieurs langues Yoruba,
Les scarifications faciales sont appelées ila-kiko. Effectuées durant la petite enfance, elles octroyaient à son porteur une sorte de titre de citoyenneté ou d'ethnicité. Lorsque cette citoyenneté était associée au prestige, les scarifications étaient un trait de beauté et leur absence associée à la laideur ou à la pauvreté. Ah, ça, c'est intéressant, ça. Vous voyez, au Nigeria, je reprends cette phrase qui est assez intéressante. Lorsque cette citoyenneté était associée au prestige, les scarifications étaient un trait de beauté et leur absence à la laideur ou à la pauvreté. Leur porteur était parfois interprété comme trop pauvre pour s'offrir les services d'un artiste les réalisant. Qu'est-ce que ça vous évoque, ça, ce que je viens de lire, cette partie-là? D'ailleurs, quelqu'un peut le relire à partir d'ici, lorsque cette citoyenneté, qu'est-ce qu'il veut me le relire là, pour qu'on commente un petit peu, c'est important là. Qu'est-ce qu'il veut lire ici, à partir d'ici? Je vais lire. Un peu plus fort, s'il te plaît. Dans plusieurs langues yoruba, les scarifications faciales sont appelées ilakiko. Effectuées durant la petite enfance, elle octroie à son porteur une sorte de titre citoyenneté ou d'ethnicité. Lorsque cette citoyenneté était associée au prestige, les scarifications étaient un trait de beauté et leur absence à la laideur ou à la pauvreté, leur porteur était parfois interprété comme trop pauvre pour s'offrir les services d'un artiste les réalisant. Dans son Ok. article intitulé Biodiversity, Women's Scarification et Yoruba Identity, Olantuji Ojo écrit que dans la ville d'Ibadan, le mot pour personne non scarifiée est Ilaik-Ola. Il signifie aussi étranger, non civilisé, ringard et laid. Les nombreuses Voilà. divergences de scarification faciale pouvaient aussi avoir cet effet. Au cours d'une vie, la déchéance et l'acquisition d'une citoyenneté pouvaient être marquées par le changement, l'addition ou l'effacement des scarifications. Ok, merci. Alors, cette partie-là, qu'est-ce qu'il veut bien me la commenter un peu? C'est important. Au moins dégager un ou deux éléments importants de ce texte-là qu'on vient de lire. Allez-y. Aussi, qu'est-ce que tu en retiens déjà? Ils viennent d'expliquer ce que voulait vraiment signifier cette scarification sur le visage, comment ça s'appelait et qu'est-ce que ça faisait au porteur. Oui, alors c'est trop vague ce que tu expliques. Reprends le texte, regarde bien le texte et dis-moi concrètement l'élément important enfin, ou les éléments importants de cette partie du texte-là. Alors, les scarifications faciales sont appelées ila-kiko. Euh, dans l'enfance, elle octroie à son porteur une sorte de titre, citoyenneté ou d'ethnicité. Et Oui, il y a deux choses là. C'est-à-dire que c'est bien ouais, ce que tu dis, mais on dit que la scarification octroyait à la personne qui l'a portée une sorte de prestige. Hmm. Donc, c'était soit associé à la beauté ou à la laideur. D'accord? Associé à la beauté ou à la laideur ou à la pauvreté. Et on nous dit ici quoi? Que ceux qui le portaient, ils étaient dans quel camp?
Le camp prestigieux ou le camp non prestigieux? Le camp non prestigieux. Relis bien. Alors, on nous dit, relis bien là. Les scarifications octroyaient à son porteur une sorte de titre, d'accord? Lorsque cette citoyenneté était associée au prestige, les scarifications étaient un trait de beauté. D'accord? On a bien vu que les scarifications, au Nigeria surtout, c'est un trait de beauté, une marque de beauté. C'est ce qu'on rappelle ici. D'accord? Et leur absence était associée à la laideur ou à la pauvreté. Est-ce que les autres sont d'accord avec cette interprétation du texte ou pas? Alors, si vous n'êtes pas d'accord, ou si vous êtes d'accord, exprimez-vous pour qu'on sache ce que vous pensez. Est-ce que vous comprenez le texte déjà? Qu'est-ce qui ne comprend pas le texte ou qu'est-ce qui comprend le texte? J'aimerais bien avoir vos avis parce que c'est important. Ne restez pas muets, j'aimerais bien vous entendre. Eva, qu'est-ce que tu as compris? Bah, que les scarifications étaient une sorte de... Ça montrait que la personne était riche et qu'elle pouvait se permettre que quelqu'un qu'un artiste le lui fasse. Oui, très bien. Oui, il y a cette partie-là qui est décrite, effectivement. Donc, on dit que, en tout cas, en pays Yoruba, la scarification était portée comme marque de prestige. Et donc, en fonction de l'artiste qui te faisait la scarification, on voyait si tu étais pauvre ou si tu étais riche. On va résumer comme ça. Donc, c'est un peu ce que dit cette partie du texte. D'accord? Et on dit à la fin, dans un texte d'un livre qui s'appelle Woman Scarification and Yoruba Identity, qui a été écrit en 2008, l'auteur, Olatunji Ojo, écrit que dans la ville d'Ibadan, qui est une ville du Nigeria, le mot pour personne non scarifiée est Ilaikola, qui signifie aussi étranger, non civilisé, ringard et laid à leurs yeux. Est-ce que vous comprenez ça? Vous voyez que au Nigeria, à une époque, ceux qui n'étaient pas scarifiés étaient considérés comme des non-civilisés, des étrangers ou des personnes ringards ou laides. D'accord? Et donc, on va voir progressivement qu'il y a des divergences qui sont apparues après. Les nombreuses divergences de scarification faciale pouvaient aussi avoir cet effet. Au cours d'une vie, la déchéance et l'acquisition d'une citoyenneté pouvaient être marquées par le changement, l'addition ou l'effacement de scarification. Donc, c'est très important cette partie du texte parce que, en fonction des périodes de la vie de quelqu'un, on pouvait lui changer sa marque d'identité sur le visage ou sur le corps, ce qui permettait soit de le mettre dans une catégorie de population ou dans une autre, par le changement des scarifications ou l'addition et l'effacement des scarifications. Vous voyez que c'était vraiment, en tout cas chez les Yoruba, une marque importante qui permettait de classer, j'allais dire classer, mais c'est un mot qui ne se prête pas, mais en tout cas de catégoriser, on peut utiliser ce mot-là, les personnes en fonction
de leur place dans la société et ça permet de réguler en fait la population. Et on nous dit, donc pour finir sur cette partie-là, chez les Yoruba, les scarifications se subdivisent en deux types majeurs, utilisés dans l'ouest du pays, Yoruba et les Abaja, généralement composés de lignes verticales et associés à l'ouest du pays Yoruba, et les Pele, composés généralement de lignes verticales et attestés à l'est du pays Yoruba. Après le rapatriement d'anciens esclaves non scarifiés des Amériques, notamment les Brésiliens, qui étaient en Amérique, qui sont rapatriés au Nigeria, en Afrique de l'Ouest, leur nomination à des postes de pouvoir durant la colonisation va en faire des modèles de modernité. Le port des scarifications au Nigeria même va devenir ringard, désuet, et les enfants le portant victimisés par leurs camarades. Donc le même Ojo, dans son livre 2008, raconte par exemple que les enfants sont souvent moqués par leurs camarades qui leur disent qu'ils se sont battus avec des chats. Donc on voit que avant la colonisation, les scarifications au Nigeria étaient une tradition qui leur permet de gérer leur société d'une certaine façon. Et après l'esclavage, quand des Afro-Brésiliens, certains sont rentrés en Afrique de l'Ouest, puisque sur toute la côte là, du golfe du Guinée, il y a des métis, c'est le terme, des personnes qui sont nées de relations avec des colons et qui sont des descendants africains et des colons. Lorsqu'ils sont rentrés, eux, ils ont été placés à des postes prestigieux. D'accord? Et donc, par cet effet-là, c'est eux qui sont devenus des personnes importantes, contrairement aux autochtones. Vous voyez? Et donc, ça a inversé les choses au niveau de la sous-région. Donc, les personnes scarifiées sont devenues ringardes, alors que les non scarifiés ont été mis en avant. Donc, on a vu ça la dernière fois avec l'introduction en Afrique des religions aussi, qui ont fait changer chez les populations le regard sur les scarifications. Cette partie-là, vous avez compris? Vous avez Oui, compris? oui, moi ça va. L'inversion bonjour Tot, l'inversion des choses, hein, vous voyez? Donc avant, les scarifications étaient une marque importante qui permet de gérer la population et qui était plutôt prestigieuse pour les Yoruba, alors qu'après, avec la fin de l'esclavage, ceux qui sont rentrés des Amériques ont été les personnes qui avaient le pouvoir. Et donc, ils ont fait inverser les choses. Donc, ça, c'est très important. Vous relirez ce texte, et puis si vous voulez avoir des détails, vous regarderez les marques de scarification et les noms qui leur sont donnés. On ne va pas aller dans le détail par rapport à ça. Deuxième chose que je voulais dire aujourd'hui, c'était au Bénin, les scarifications perdurent encore. Alors, ce petit garçon que vous avez sur l'image là, j'espère que vous le voyez, j'ai changé d'écran, vous voyez, il a des marques de scarification sur le visage, il a un beau sourire. Donc, il a deux sur le front, deux sur la tempe, deux sur la joue,
Et je pense que de l'autre côté, c'est pareil. On ne le voit pas, mais c'est pareil. Donc, c'est une scarification qu'on appelle comment au Bénin. Qu'est-ce qu'il sait comment on appelle ce type de scarification? Enfin, en tout cas, comment on appelle ces gens-là? Quelqu'un sait? Non, je sais pas. Les fonds, Moi, alors c'est des fonds, c'est vrai que c'est des fonds, mais le type de scarification, quand j'étais plus jeune, moi, au Togo, on appelait ces personnes-là qui faisaient ce type de scarification, on les appelait 2 fois 5. C'est 2 fois 5. Vous voyez, il y a deux traits ici, deux traits ici, deux traits ici, et de l'autre côté, il y a deux traits, deux traits. Donc en fait, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. On les appelait 2 fois 5. D'accord? C'est bon, c'est pour la petite information sur le sujet. Donc, c'est les 2 fois 5. D'ailleurs, ces 2 fois 5 là, c'est des marques qui veulent certainement dire quelque chose. On a évoqué la dernière fois que les marques racontaient quelque chose hein, sur le plan spirituel et cosmique. On ne va pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, c'est les 2 fois 5 au Bénin. Donc, on va lire rapidement que depuis des siècles, alors ça a été écrit par Layela Adjovi, donc pour la BBC. Donc, depuis des siècles, les scarifications sont utilisées en Afrique. Donc, ça, tout ça, on a vu ça. Les scarifications, la scarification est de moins en moins pratiquée, mais certaines personnes souhaitent préserver la tradition en portant les marques de leurs ancêtres. Okay. Donc là, on va commencer à voir que, à l'instar de ce qu'on vient de voir au Nigeria, il y a une tension autour des scarifications, que les populations changent de regard sur les scarifications. Alors que c'était fait depuis des millénaires, la tendance a changé avec, entre guillemets, la modernité et la post-colonisation. Donc, dans la ville de Ouidah, on dit par exemple au sud du Bénin, soit dit en passant, dans la ville du Ouidah, c'est la ville où on fait comment on appelle ça, le voodoo day. On a vu la dernière fois. Le voodoo day, quand on a utilisé le Dahomey, c'est à Ouidah qu'on fait le voodoo day en décembre. Donc, dans la ville de Ouidah, dans le sud du Bénin, un rituel vaudou est sur le point d'être organisé par la communauté Oueda après 2 journées de célébration. Pendant cette cérémonie, les enfants vont être renommés, leur tête est rasée et ils seront emmenés dans la résidence d'un oracle qui va les aider à communiquer avec leurs ancêtres dans l'au-delà. Donc ça, c'est des pratiques typiquement béninoises ou chez les Oueda, on dit chez les Oueda, ces traditions perdurent. Et on a dit la fois dernière, au Burkina Faso, il y a des rites de passage qui se font pour une classe d'âge, pour une classe de jeunes. Et ben c'est exactement ce qu'on est en train de relire là chez les Oueda au Bénin. Et d'ailleurs, j'ai appris récemment que c'est encore une tradition chez certains peuples, notamment au Bénin, qui a du mal à être éradiquée. Parce que moi, j'ai une amie, par exemple, une amie de ma femme plutôt, leur fratrie, ils étaient 11. Donc, il y en a un qui est décédé, donc ils sont 10. Tu vois? Ils sont 10 et les 9 premiers n'ont pas été scarifiés, mais le Benjamin, le 10e, a été scarifié pour en fait racheter la non-scarification des 9 autres. Et c'est des choses qui existent encore. Vous voyez? Donc, au lieu de scarifier tous les enfants, on a choisi de le faire pour le dernier. Alors, peut-être que ça a des significations derrière, mais c'est toujours ancré. C'est-à-dire que c'est tellement des choses qui font partie des peuples qu'ils ont du mal à s'en départir. Donc, on scarifie, en tout cas, on fait des cérémonies chez les Oueda par classe d'âge.
et à l'aide d'un oracle, avec un oracle, pardon, on va aider les enfants à communiquer avec leurs ancêtres de l'au-delà. Donc, on continue. Vous voyez ici, comment on appelle ce genre de personne quand on a fait le Fa? Vous vous rappelez de son nom? Les Bokono. Les Bokono au Bénin, c'est vrai. Au Nigeria, chez les Yoruba, c'est les Babalao, d'accord? Et ils sont en train, lui, typiquement, il n'utilise pas les Opele qu'on a vu, sorte de chapelet divinatoire, mais lui, il trace directement sur un plateau dont j'ai oublié le nom. D'ailleurs, le plateau s'appelait, j'ai oublié. Donc, sur ce plateau-là, sur de sable fin, il trace les signes Odu directement. Donc, c'est des petits rappels de ce qu'on a vu. Donc, les Ouédas font partie du groupe ethnique du Bénin, pour qui faire des marques au visage des enfants est une manière de les connecter avec leurs ancêtres. Donc, vous voyez que ça a une signification spirituelle très profonde pour eux. Cela fait partie de notre tradition et c'est important pour moi, dit cette dame qui s'appelle Geneviève Bocco, dont la fille de 6 mois, Maria, et ses neveux, Luc et Hospice, âgés de 10 ans et 12 ans, sont sur le point de recevoir les marques de la lame qui sert à faire les scarifications. Donc, ici, cette dame-là, qui s'appelle Geneviève, tient à ce que ses enfants et ses neveux se fassent scarifier. Donc, le bébé de 6 mois, là, qui est sur les genoux, mignon comme tout, c'est une fille, va se faire scarifier dès son bas âge. Et vous voyez qu'elle est contente. Elle est heureuse de faire scarifier ses enfants. Donc, ça perdure au Bénin. On voit ici les traces qui sont faites, donc les marques qui sont faites. Voilà. Un jeune qui se fait scarifier. Et on met dedans certainement pour le traitement, pour que ça cicatrise plus vite et que ça fasse moins mal. Mes amis m'ont demandé si cela m'a fait mal et si j'avais pleuré. Et j'ai dit non, explique Luc, après avoir reçu ces scarifications. Donc, c'est un jeune qui a déjà qui est endurci, puisque il a reçu ses traits et il a dit qu'il n'a pas eu mal. Et il raconte, continue. Avant, quand je marchais dans la rue avec mon grand frère, les gens ne pensaient pas qu'il était mon frère. Je suis content maintenant parce que on se ressemble. Il a les mêmes marques que lui, donc forcément, ils vont les associer. Depuis le décès de mon mari, Gamba Dawi effectue toutes les scarifications pour sa communauté. Donc, il y a un référent scarificateur dans la communauté qui fait toutes les scarifications pour la communauté. Donc, elle nettoie les plaies avec des plantes médicinales et du djinn avant d'appliquer du charbon pour aider à la cicatrisation. Ah bon, donc on vient d'apprendre quelque chose, que le charbon aide à la cicatrisation des plaies. Dawi utilise à chaque fois le même couteau. Alors, tu vois, vous voyez, là, c'est un des éléments qu'on a vu la dernière fois que l'on pourrait améliorer, par exemple. Parce qu'avec l'avènement des maladies, notamment le sida et autres, eh ben, utiliser la même lame pour toutes les mêmes personnes, ça pourrait être ça pourrait apporter des maladies. Donc, peut-être que pour améliorer ça, il faudrait changer les lames par personne. Mais bon, on dit qu'elle ignore les conseils officiels recommandant d'utiliser de nouvelles lames stérilisées pour chaque scarification, afin d'éviter que ses clients ne soient contaminés par des maladies comme le tétanos, le VIH, SIDA. Mais les scarifications sont de moins en moins populaires. De plus en plus de familles ne participent qu'à la première partie de la cérémonie et n'acceptent pas que le visage de leurs enfants soit scarifié.
à cause de ces cicatrices, on m'identifie plutôt où je vais, explique Fleury Yoro, originaire d'Atakora, au nord du pays. Si j'avais eu le choix, je n'aurais pas accepté d'être marqué comme ça. Donc lui, il regrette. Fleury Yoro regrette. Donc Yoro dit avoir subi des moqueries lors de ses études dans la plus grande ville du Bénin, c'est-à-dire la capitale économique, Cotonou. Donc lui, quand il était jeune, il a subi des moqueries et ça l'a marqué négativement, en tout cas. C'est ce qu'il dit. Certaines personnes ne voulaient pas que l'on pense qu'ils étaient amis avec un tel sauvage. Alors c'est violent quand même. C'est violent. Donc vous voyez les mentalités qui ont été introduites par le changement de paradigme par rapport à ça, que les gens considèrent maintenant ceux qui sont scarifiés comme des sauvages. Donc ça, c'est des choses qui sont glanées par le regard qu'a apporté, on l'a vu, hein, la colonisation. D'autres, en revanche, choisissent de ne pas transmettre cette pratique aux nouvelles générations à cause des risques de contamination du VIH-Sida. Sinkeni Ncha n'a plus souhaité y avoir recours après avoir eu 3 enfants. Les lames devaient être changées à chaque fois, mais les chefs s'y refusent, explique-t-il. Alors, on ne sait pas pourquoi ils s'y refusent. Ça a peut-être une explication, mais bon, les chefs s'y refusent. Ncha, qui appartient à la communauté Otamari, considère les scarifications comme inutiles. Pour lui, les traditions peuvent être sauvegardées autrement grâce aux langues, grâce à la danse, aux cérémonies d'initiation et à l'architecture. On voit ici que même sur les bâtiments, il y a des marques qu'on pourrait éventuellement considérer comme des marques de scarification qu'on pourrait retrouver sur le visage de quelqu'un. Ouais. Et ici, on voit que c'est des toutes petites incisions, mais vraiment là, il y en a des milliers chez cette dame, sur son ventre, une dame enceinte. Ouais, ici, c'est plutôt des centaines sur le visage ici. Donc, non seulement elle a le 2x5, mais en plus, on lui a fait pas mal de scarifications sur les côtés, etc. Et cette dame sur le ventre, on voit des traits en diagonale, en vertical, en oblique, etc. Et en vertical. Donc, c'est plutôt une sculpture on dirait, des choses qu'on retrouve sur nos tissus dits africains, là. Donc, c'est des marques qui ont certainement des significations, hein. Et cette dame-là, par exemple, il y a des centaines de traits sur son ventre. De nombreux Otomari optent toujours pour la scarification, y compris les jeunes femmes, qui se font faire des incisions au dos et au ventre lorsqu'elles atteignent l'âge de la puberté. Une preuve de courage, selon Edith. Donc, il y a des personnes qui, à l'âge de la puberté, lorsqu'elles sont un peu plus matures, souhaitent quand même se faire scarifier. C'est ce qu'on nous dit ici. Et c'est pour eux, c'est pour elles, surtout les femmes, une preuve de courage. Donc, les motifs ressemblent souvent aux dessins que l'on trouve sur les murs des bâtiments locaux. Alors, ici, on voit la petite qui était sur les genoux tout à l'heure. Qui se fait scarifier, je crois. Ou bien non, c'est pas elle. Mais en tout cas, on dit la fille de Geneviève Bocor, Marina. Si, c'est elle. Donc, ci-dessous, avait 6 mois lorsqu'elle a reçu ces scarifications. Mais dans certaines régions du Bénin, les nourrissons passent par cette étape parfois 1 semaine seulement après leur naissance. Mais donc, ils s'en souviennent même plus.
ça fait partie de après. Donc, au Nigeria, après plusieurs campagnes sur le respect des droits des enfants, une loi a été adoptée interdisant la scarification des enfants. Mais c'est une loi qui ne paraissait pas facilement au Bénin. C'est une loi qui ne paraissait pas facilement au Bénin. Donc, au Bénin, cette loi n'est pas encore promulguée. Non. Enfin, la loi qui interdit les scarifications n'est pas parue au Bénin. On nous dit quoi? On ne viole pas les droits des enfants, on ne fait que leur montrer d'où ils viennent et ce qui leur arrivera dans la vie, explique Tedesfor Sekou Nassikou, rédacteur en chef d'une chaîne de radio à Nati Tengu, au nord du pays. Selon lui, donc au Bénin, les scarifications transmettent un message. Donc prenez garde, la douleur existe dans le monde et vous allez avoir souvent mal dans le cours de votre vie. Mais la peine s'arrêtera si vous pouvez la supporter. Donc pour lui, il inscrit ça dans une dimension philosophique pour dire qu'en fait, le fait de scarifier les gens les endurcit, c'est ce qu'on avait déjà vu aussi. Et que voilà, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, comme on dit. Et que si vous arrivez, si vous arrive quelque chose, il faut vous souvenir que la vie n'est pas simple. Hein. C'est la leçon qu'on pourrait tirer des scarifications. Donc, cette partie-là sur le Bénin est un peu mitigée pour le texte qu'on a lu. Donc, il y en a qui l'ont mal vécu, comme ce jeune homme. Il y en a qui souhaitent que ça se fasse, comme la dame et ses enfants, qu'on a vu là, Geneviève. Mais toujours est-il que, alors c'est quand même encore un peu ancré au Bénin. Il n'y a pas de loi qui l'interdit. Au Nigeria, on nous dit qu'il y a une loi qui l'interdit. Mais bon, ça se fait encore, de moins en moins. Mais c'est vrai que ça se fait encore. Des commentaires? Non. Non. Ok. On va avancer et terminer. On a vu donc les scarifications ici avec nos filles. Au Bénin, ici, on va voir quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose de différent ici? Je vais regarder rapidement. Non, c'est les mêmes données. Alors ici, on nous dit quoi? 15 balles au visage, identifié comme un membre du royaume d'Owu, au sud du Nigeria. Donc, c'est les mêmes données. Donc, lui, il plaisante, il dit, c'est comme un maillot de football. Elles sont rendues populaires sur le marché local. Donc, ben, lui, il est la star du quartier avec ses scarifications, de ce que je comprends. Donc, on voit ici les ancêtres d'Ibrahima Makouana, les pasteurs du Gobour, dans l'actuel Sokoto, n'avaient pas de marque sur le visage. Mais, dit-il, en se déplaçant à la recherche de terres agricoles, ils ont livré de nombreuses batailles et conquis de nombreux endroits. Donc, ça, on voit pourquoi les marques se faisaient. Donc, il n'y a pas de nouveauté. Quant aux pêcheurs, ils ont des marques distinctes allant jusqu'aux oreilles. Pas de nouveauté. Alors ici, chez les Yoruba et les Igbo du sud du Nigeria, certaines marques sont liées à la vie et à la mort. Bon, ben là, c'est toujours le volet spirituel et cosmologique, sans plus d'explications que ça. Dans leur communauté, on croyait que certains enfants étaient destinés à mourir avant la puberté. Alors, appelés respectivement Abiku et Obandié par les deux groupes ethniques, ces enfants appartenaient, selon les Yoruba, à une assemblée de démons vivant
dans de gros hirocos et baobabs. On n'a pas lu le texte en entier, donc je crois que je vais peut-être reprendre la partie d'ici pour mieux comprendre ce qu'on est en train de dire, parce que je ne comprends pas très bien. Donc, les enfants de Boucher ont 9 cicatrices d'un côté et 11 de l'autre, tandis que ceux qui ont 5 et 6 cicatrices de part et d'autre sont des chasseurs. D'accord. Donc, on distingue les enfants déjà par le métier que les parents font. Donc, les bouchers ont 9 cicatrices et les chasseurs 6 cicatrices de part et d'autre. Quant aux pêcheurs, ils ont des marques distinctes allant jusqu'aux oreilles. Chez les Yoruba et les Igbo du sud du Nigeria, certaines marques sont liées à la vie et à la mort. Dans leur communauté, on croyait que certains enfants étaient destinés à mourir avant la pauvreté. Appelés respectivement Abiku et Obanye par leurs deux groupes ethniques, ces enfants appartenaient, selon les Yoruba, à une assemblée de démons vivant dans les grands Iroko et les Obaba. Alors ça fait partie des histoires, des mythes, des allégories que l'on raconte dans certaines communautés, chez certains peuples, surtout dans les baobabs, tout ça, les grands arbres, on dit qu'il y a des esprits. Donc ça rappelle cette partie-là de ce que les gens véhiculent comme transmission en africain. Il était courant que les femmes perdent successivement plusieurs enfants en bas âge. Et l'on pensait qu'il s'agissait d'un même enfant, réapparaissant sans cesse pour tourmenter sa mère. Là, on évoque la réincarnation. Ces enfants étaient alors marqués pour les rendre méconnaissables aux yeux de leurs compagnons spirituels afin qu'ils restent en vie. Alors, donc là, ça c'est une des explications. Une des explications sur les scarifications, le pourquoi, en tout cas dans leur vision du monde, dans leur paradigme, ils considéraient que les enfants, une fois marqués, lorsqu'ils reviennent à la vie, normalement, ils doivent être distingués par la scarification. On sait aujourd'hui que nombre de ces décès d'enfants sont dus à la drépanocytose, une maladie héréditaire courante chez les Noirs. Vous connaissez la drépanocytose? Oui, Vous connaissez la drépanocytose? Donc, c'est une maladie qui est liée en fait à la déformation des globules rouges dans le corps et quand c'est très grave, en fait, ça fait déformer les os des personnes et c'est souvent oui. c'est une maladie qui est exclusivement que les Noirs ont exclusivement. Les Caucasiens n'ont pas la drépanocytose. Donc, c'est courant chez les Noirs uniquement. Donc voilà. En tout cas, je ne sais pas s'il faut lire tout jusqu'au bout parce qu'on n'apprend pas grand-chose de nouveau. Ici, on dit quoi? Les histoires d'Abikou et d'Obagné sont étroitement liées à celles des personnes qui portent des marques à la mémoire d'un membre de leur famille décédé ou d'une personne qui renaît. Les marques horizontales et les 3 marques verticales ont été inscrits par sa grand-mère qui disait qu'il était une réincarnation de son défunt mari qui avait des cicatrices faciales. Donc ici, en fait, il y a plutôt depuis tout à l'heure qu'on lit, il y a une notion complémentaire, c'est celui de la réincarnation. Donc les rites de scarification liés à la réincarnation. Ça, c'est une nouvelle chose qu'on apprend avec ce texte-là. Souvent, en Afrique, on dit que les enfants qui naissent
sont en fait la réincarnation d'une grande-mère ou d'un grand-père ou voilà, d'un parent décédé. Donc c'est des histoires qui se racontent encore maintenant, hein. Donc il y a toujours la polémique sur ça. Il y en a qui maintenant n'aiment pas ça parce que c'est considéré comme de la maltraitance. Voilà. On continue avec 16 marques sur le visage, des difficiles de manquer, Kafia, à déléguer, encore plus difficile à manquer, et l'énorme panneau de son magasin, bon, d'Ibadan, où elle a pris le surnom de Mejo Mejo 88, c'est-à-dire 88, pour représenter les cicatrices sur ses joues. Ah, d'accord. Parce elle en a 4, donc ça fait 8. 8 de chaque côté, en fait. Mejo Mejo. C'est marrant. Donc, vous voyez que elle est reconnaissable, vraiment parmi tant d'autres. C'est sa marque de fabrique, hein. Et alors, ici, on nous dit les gens m'appellent Mejo Mejo d'ici à Lagos. Bah oui, donc elle est connue comme Mejo Mejo. 88. Ma grand-mère me les a donnés parce que je suis fille unique, dit-elle. C'est sa grand-mère qui lui a donné cette marque de scarification. Certaines cicatrices sont faites pour la beauté. Peut-être typiquement le cas de cette jeune femme qui est belle. Oluke Akinemi a été marqué dans son enfance une gorge profonde sur chaque joue, supervisée par son père aux mains d'un circonciseur local qui faisait également les cicatrices faciales. Donc elle, c'est typiquement son père qui lui a fait faire ça. Il était présent qu'on lui fasse. Mon père a pris la décision de me marquer juste pour le plaisir et parce qu'il trouvait ça beau. Cela me distingue des autres et je remercie mes parents de me l'avoir donné, dit-elle. Donc elle accepte vraiment sa marque qui est une demande spécifique de son père. Elle en est fière. Donc il y a plusieurs histoires, hein. L'histoire de Madame Akinemi est similaire à celle de Ramato Ishaku de Boshi, dans le nord du Nigeria, qui a de minuscules lacérations en forme de moustache sur chaque côté de la bouche. Donc on voit bien ici comme un félin. C'est pour la beauté, dit-elle, ajoutant qu'elle est aussi tatouée, qu'elle s'est aussi tatoué le visage à peu près à la même époque. Donc elle a les tatouages là, à peu près à la même époque de ses scarifications. Donc on voit bien les pratiques, c'est un peu plus riche en histoire ici, sur ce texte-là. On parle des histoires symboliques des gens. Quand elle était petite, les marques et les tatouages en forme de moustache étaient populaires dans son village, et elle et ses amis allaient chez le coiffeur local pour les faire, ajoute-t-elle. Donc ça, c'est plutôt le choix des jeunes femmes elles-mêmes d'aller se faire tatouer. On est en train de migrer vers le tatouage et scarification là. Le visage, les marques sur le visage de Taiwo, qui n'a donné que son prénom, s'estompe aujourd'hui, mais le souvenir de la raison pour laquelle elle a été sculptée est toujours présent. Donc, ces scarifications disparaissent un petit peu. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que ça n'a pas été très profond au moment où on lui a fait. Parce que si on te l'a fait depuis le bas âge et que c'était léger, avec le temps et certaines crèmes peut-être, tu peux commencer à les effacer. C'est son cas à elle. Lorsque sa sœur jumelle est morte, quelques semaines après sa naissance, Taiwo
est tombé malade et un guérisseur traditionnel a recommandé de lui marquer le visage pour l'empêcher de rejoindre sa jumelle. Elle s'est rétablie quelques jours après la scarification, dit-elle, mais cela ne lui a pas fait aimer les marques sur son visage. Bah, ça l'a sauvé quand même. Donc, vous voyez ici, on retrouve le volet thérapeutique, comme avait raconté Citote, un copain qui s'est fait scarifier Oui, qui lui oui. a permis de guérir. Tu vois. Donc, elle s'est rétablie quelques jours après, donc elle n'a pas aimé. Bon, après, c'est vrai que comme les mentalités changent par rapport à ça, vous voyez, donc, et qu'il y a des moqueries liées à ça, ben, les gens veulent épouser la modernité, comme on dit. Donc voilà, bon, on va peut-être arrêter là parce qu'il n'y a pas d'autres éléments importants. Voilà, donc en tout cas, il y a débat hein, sur ces sujets de scarification en Afrique aujourd'hui. Il y en a qui considèrent que c'est de l'ancien temps et qu'il ne faut pas martyriser les enfants. Et il y a des pays qui éditent des lois pour les interdire. Donc lui, il s'appelle comment? Ndoku. Lui, il dit que il aime les marques, mais elles appartiennent à une époque et à un âge différent, dit-il. Donc voilà. Mais on voit en mode d'expression aujourd'hui qu'en Europe, en tout cas, on voit tous les footballeurs qui se font tatouer de tout le corps. C'est une marque d'expression aujourd'hui. Mais le fait de faire des incisions, c'est considéré comme un peu une sorte de mutilation, quoi. Mais bon, ça fait débat. Donc je pense que, en tout cas, de ce qu'on a vu sur les scarifications, il y a plein d'autres textes. Je pense que on ne pourra pas tous les lire, mais on a vu l'essentiel sur les scarifications. Ça fait quand même débat. Et en Afrique, au-delà de l'aspect esthétique, il y a quand même des aspects qui sont liées à la tradition, qui sont très profondes, dont on n'a pas eu toutes les explications, mais en tout cas, il y a, matière à creuser sur ces histoires de scarification. Donc, c'est quelque chose qui est assez dense et assez vaste et qui, malgré les interdictions, malgré le changement de mentalité, continue quand même à se faire dans certaines communautés. Ben, notamment, on voit en Afrique de l'Ouest, là, c'est encore marqué au Nigeria, au Bénin, au Togo. Voilà. Donc, je pense qu'on on va arrêter aujourd'hui, même s'il y a d'autres textes. Hein. Il y a d'autres textes. Ici, par exemple, on avait vu ça, ce texte-là. Je pense, ouais, on avait déjà vu ce texte. Ouais. C'est le texte de Charles Ayenou, je crois. Ouais, on avait vu déjà ce texte. Donc, celui-là, on l'avait déjà vu. Celui-là, on l'a vu aujourd'hui. Et dans les textes que j'ai repérés, bon, il y en a plein d'autres, mais je pense qu'ils parlent tous de la même chose. Donc, Nigeria, scarifié en voie de disparition, bon, on vient de le voir. Les derniers scarifiés du Soudan et tatouage et scarification. Peut-être on va regarder le dernier texte là, sur les tatouages et la scarification, s'il y a des comparaisons. Il n'y a rien. Il n'y a rien. J'ai pas. Je pensais que c'était un texte, mais bon, il n'y a rien. En tout cas, je crois qu'on va finir là aujourd'hui avec les scarifications. On a vu pas mal de choses sur les scarifications. Donc, on a fini avec les scarifications au Bénin qui perdurent, ils sont vraiment quelque chose qui est ancré chez les populations Ouéda, en tout cas, ce qu'on a vu chez les Ouéda.
Et j'ai raconté au début que dans certaines familles, c'est devenu tellement tendu que des gens achètent chez les prêtres bretons, etc. Ils achètent le fait que leurs enfants ne soient pas scarifiés. Quand je dis acheter, c'est-à-dire qu'ils demandent des rituels spécifiques où ils font des dons. Ils font des dons, que ce soit en argent, que ce soit des dons de nourriture ou de victuailles, de moutons, en fonction de l'importance de la famille. Il y a des gens qui font des dons pour éviter, en tout cas pour demander à ce que leurs enfants ne soient pas scarifiés. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Non, non, moi j'ai pas entendu parler de ça. En fait, comme c'est une obligation dans certaines communautés, hein, et que les gens, en fait, lorsqu'ils ne se font pas scarifier, il peut leur arriver, selon les croyances, on va dire, ils peuvent leur arriver des malheurs, etc. Et on a vu que les scarifications sont liées aussi aux rites d'initiation, les rites de passage, etc. Donc, on a lu tout à l'heure qu'il y a une partie, il y a des gens qui suivent une partie des rites, mais ne vont pas jusqu'au bout, ne vont pas jusqu'à la scarification. Et moi, je sais qu'il y a des familles où les gens font des dons pour dire, ben voilà, nous, on sort de rachat des scarifications pour nos enfants, parce qu'on ne souhaite pas qu'ils soient scarifiés. Donc, c'est ce que j'appelle des dons, mais on parle plutôt de rachat, comme une sorte de dette, en fait. Si tu ne te fais pas scarifier, c'est que tu dois quelque chose à la communauté. Hein. Oui, tellement c'est assez ancré, hein, comme pratique. Après, on peut faire des parallèles, hein. C'est-à-dire que c'est des pratiques qui ont des significations importantes, mais on peut faire des parallèles. C'est comme la circoncision par classe d'âge. Maintenant, aujourd'hui, dans les rites de circoncision, ça se fait à l'hôpital. En tout cas, les garçons africains, la plupart des Africains se font la circoncision et ça se fait dès le bas âge à l'hôpital maintenant. Avant, ça se faisait chez les Bokonons, et par classe d'âge. C'est pas forcément dans certaines communautés en Afrique, c'est à la puberté qui font la circoncision. Et maintenant, ça se fait dès le bas âge. Les enfants, ils se souviennent même pas quand est-ce qu'ils ont été circoncis. Voilà, des questions? Non, moi je n'ai pas. Moi Bon, non plus. donc ben voilà. Donc vous voyez, bon, on a vu les scarifications. Moi, j'ai été vraiment surpris, agréablement surpris par tout ce que j'ai appris sur les scarifications. Je ne connaissais pas du tout. Enfin, je savais qu'il y avait des scarifications, mais bon, le fait d'avoir lu 3 ou 4 textes qui parlent de ça nous a permis de voir concrètement de quoi il retourne. Donc aujourd'hui, on va finir sur les scarifications. On a fini les scarifications. Et je pense qu'on a fini aussi l'année. La prochaine fois, c'est dimanche prochain, ce que je veux vous proposer pour finir l'année, c'est de faire un récap. Donc le 29, ce sera notre dernier cours de la saison, avant les vacances, parce que je sais qu'après les gens ils vont en vacances. Ce qu'on va faire la prochaine fois, c'est que vous allez balayer un peu tout ce qu'on a vu cette année. D'accord? Et puis, vous allez me dire ce qui vous a le plus marqué dans tout ce qu'on a vu cette année. D'accord? Vous faites un retour en arrière de tout ce qu'on a vu depuis septembre. Je crois qu'on a commencé en septembre, hein, ou en octobre, je ne sais plus.
De ce qu'on a vu cette année, vous regardez à peu près et puis vous me faites un point sur ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Hein. On va en échanger la prochaine fois pour finir l'année. C'est bon pour vous? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Mais vous le faites, hein, parce que si vous le faites pas, le cours, il va être... d'accord? Je n'ai rien à dire, moi, la prochaine fois. Donc, c'est vous qui allez me dire ce que vous avez retenu de l'année, ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu au cours de l'année, et ce que vous avez vraiment appris, quoi. Ce qui vous a le plus... euh, l'information que vous avez pu avoir dans tout ce qu'on a appris, qui vous a le plus marqué. Enfin, le ou les informations. Vous notez quelques informations intéressantes que vous avez pu apprendre des cours qui vous ont marqué. D'accord? Vous faites ça, tout le monde? Tout le monde fait Oui, ça et on met tout ça en commun la prochaine fois. D'accord? Oui. Bon, eh ben, c'est très bien. Si tout le monde est d'accord, je n'ai pas entendu les autres, mais en tout cas, si tout le monde est d'accord, on va se dire au revoir pour aujourd'hui. Et puis, je souhaite bonne chance à tous ceux qui ont leur examen la semaine prochaine. Et, et puis, à dimanche prochain, le 29, pour faire la synthèse de ce qu'on a appris cette année. Alors, sachant que, après, on se retrouvera en septembre, mais je vais mettre à profit le mois d'été, les mois d'été, pour mettre quelques cours sur le site Oussaré. Je ne sais pas si vous êtes au courant que l'association Oussaré a ouvert son nouveau site sur lequel on aura des cours. On va mettre les cours, les professeurs vont mettre des cours et les enfants, les élèves doivent s'inscrire aussi. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Vos parents vous l'ont dit ou pas? non, nous, on n'a Non, pas été moi, je n'ai pas informés. entendu parler de ça. Ah, alors peut-être que la prochaine fois, je vais vous montrer un peu. Parce qu'en fait, Oussaré a ouvert un site internet, où les professeurs doivent s'inscrire, les parents et les élèves aussi doivent s'inscrire. D'accord? Et on mettra les cours sur cette plateforme-là également. Donc, il y aura plein d'autres cours, pas que les miens, hein. Il y aura plein d'autres cours d'autres professeurs que vous pourrez aller regarder. Mais bon, on en parlera la prochaine fois. Je pensais que vos parents vous en ont parlé. Mais en tout cas, il faudra aller s'inscrire sur cette plateforme-là, sur ce site-là. Moi, je me suis inscrit en tant que professeur, mais je n'ai encore mis aucun cours. Mais il faut dire que depuis 2 ans, on a quand même fait pas mal de choses, nous, hein. Je crois qu'il y a plus de 80 cours, si ce n'est pas 90, en tout cas plus de 80 cours qui sont tous enregistrés avec des podcasts. Des fois, il y a des supports, donc je vais voir voilà, pour partager ça éventuellement. Bien, mais écoutez, synthèse la prochaine fois. Donc vous regardez, balayez, faites bien les choses pour qu'on puisse s'enrichir mutuellement la prochaine fois. Donc je vous souhaite un bon dimanche et puis Miadogo. Bon dimanche. Bon dimanche.